va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame Pinter 02. À Pinter 02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans ce 62e épisode de Divergence sur Divergence Politique. Vous voyez, à côté de moi, il y a du monde aujourd'hui dans cette émission. Fabrice Orlin, Olivier Rouault, Xavier Moreau. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour Alexis, tout va bien? Oui, bonjour Alexis, bonjour à tous, tout va très bien. Et l'homme sanctionné, comment va-t-il? Je suis détruit. J'arrête. Macron est un génie. Jean-Noël Barrot est le meilleur diplomate qu'on ait eu depuis Talleyrand. Voilà. Est-ce qu'il peut lever les sanctions, s'il please? Ça va faire une short vidéo qui circulera partout sur les réseaux sociaux. Xavier Moreau adoube le futur candidat Emmanuel Macron pour 2027. C'est dit. Les amis, aujourd'hui, on va l'afficher à l'écran. Alors, on est nombreux, donc je ne sais pas trop comment on va faire en termes techniques. On va le mettre comme ça. Voilà, on affiche la vignette. On va parler des relations là qui sont en train potentiellement de se détériorer. On va aborder ça entre Trump et Vladimir Poutine. Première question, Xavier, à quoi joue Donald Trump? Je pense qu'il ne le sait pas trop lui-même. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de stratégie. Je pense que, cela dit, sur la question qui nous occupe, j'allais dire nous les Russes, c'est pour l'instant ça continue comme c'était avant, c'est-à-dire que les États-Unis ne financent plus l'Ukraine et que donc c'est une fin programmée de la guerre en Ukraine à l'avantage des Russes. Voilà. Donc là-dessus, je pense que c'est le dossier sur lequel finalement on n'a pas trop de surprises. D'ailleurs, quand tu regardes ce qui s'est passé à Paris avec la réunion la coalition des velléitaires, comme je les appelle, eh bien finalement il y avait Witkoff et Kushner et Witkoff a dit c'est super, on a bien avancé, bravo, mais finalement les États-Unis, si on en croit Politico, n'ont pas signé le document final et donc on en est toujours à ce point-là. Et si jamais Washington ne paye pas, dans ce cas, c'est la fin pour l'Ukraine. Alors, quand est-ce que sera la fin exactement? Je pense que, comme j'ai déjà dit, les combats cesseront en 2026, mais quoi qu'il arrive, ça se terminera à l'avantage de la Russie. Donc, entre la Russie et les États-Unis, je vois pas, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il y a cette affaire des deux bateaux qui se sont mis à battre pavillon russe tout d'un coup le 24 décembre. Mais là, même pareil, on voit J.D. Vance qui est très prudent, qui dit non, mais en fait, c'était pas un bateau russe, il faisait semblant. Bon, même si la réaction du ministère des Affaires étrangères russe a été assez sévère. Cela dit, c'est pas ça qui va remettre en cause l'évolution du conflit en Ukraine entre la Russie et les États-Unis, tel qu'on l'a vu depuis février 2025. Fabrice, on l'a vu effectivement, et Xavier en a parlé avec justesse, une réunion encore une fois à Paris. Je pense qu'il y a des miles qui se font à Paris actuellement pour les compagnies aériennes, pour les compagnies hôtelières. Je pense que c'est tout bénef tout ce qui se passe pour notre économie, mais à part ça, sur le terrain, la coalition comment on appelle ça, la Willing Coalition. Alors comment on appelle ça en français? Coalition des volontaires. Coalition des volontaires. Coalition des volontaires, merci. Des velléitaires, en fait. Ou des velléitaires, semble effectivement ne servir à rien, quoi, clairement. Là, on a vu trois pauvres types en fait autour d'une table qui sont en train d'essayer de dicter leurs lois alors que c'est les trois losers de la guerre. Là, on a les trois plus gros losers de la guerre. Bon, il manquait peut-être encore un ou deux personnages, mais les plus grands étaient là. Et ils espèrent dicter leurs lois et leurs conditions sur l'après-guerre. Alors qu'en réalité, le seul pays capable aujourd'hui de dicter ces conditions, c'est la Russie. Parce que, encore une fois, la Russie est le pays qui gagne la guerre.
En fait, c'est aussi simple que ça. Donc là, ils se sont rencontrés pour faire c'est du vent. En fait, ils ont brassé du vent. Je pense que ce genre de réunion a plus d'utilité pour chacun de ces dirigeants qui sont malmenés en politique intérieure dans chacun de leurs pays. Quand on voit la cote de popularité de Macron, tout est dit. Et je pense que c'est plus pour essayer de montrer en politique nationale qu'ils ont encore du pouvoir, qu'ils existent encore, etc., etc. Mais alors qu'en réalité, sur la scène internationale, ils ne pèsent strictement rien, et que ni les Américains ni les Russes ne tiendront compte de leur avis, de leur opinion, de leur position, puisqu'ils ont perdu la guerre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu es en train de nous dire finalement qu'ils ont fait une macronite. C'est ça, hein, je crois, le terme en russe. Une macronite aiguë. Aiguë même, voilà, c'est parler pour ne rien dire. Alors justement, Olivier, pendant que il parlait pour ne rien dire à Paris, dans le même temps, Donald Trump, lui, commençait à aborder la question avec clarté de son attachement ou de son enthousiasme au Groenland. Donc c'était quand même assez rigolo, quoi. Les mecs étaient à Paris pour parler d'Ukraine et dire comment on va soutenir l'Ukraine, et en même temps, Trump annonçait que potentiellement il pouvait s'en prendre à un pays qui est, une partie de région qui fait partie du protectorat européen. Olivier, comment on peut réfléchir un petit peu sur cette dualité pour les Européens, du soutien des États-Unis et en même temps de l'ennemi américain? Eh bien, là, j'ai droit à 4 heures, là, parce que c'est un vaste sujet. En réalité, sur mon point de vue, c'est assez simple. Trump n'envahira jamais le Groenland, évidemment. Le cadre juridique est extrêmement contraignant. Le Groenland appartient à l'OTAN. On voit mal comment des alliés vont attaquer des alliés. C'est trop compliqué. Sans compter le coût phénoménal que ça représentera. Personnellement, je crois absolument impossible que Trump envahisse le Groenland. Quant à l'Europe, là aussi, pour simplifier, on se demande à quoi elle sert et ce qu'elle fait. C'était le moment ou jamais, vu de leur point de vue, de démontrer l'existence d'une Europe forte et de dire on y va, on s'installe. Macron l'a vaguement dit, les Anglais ont dit ouais, on y va, les Allemands ont dit non, mais en fait, pas autant. Et puis finalement, non, ils iront pas. Et c'est la démonstration que l'Europe ne sert à rien, ce qui personnellement, c'est un point dont je suis convaincu depuis longtemps. Mais en revanche, là, tout de suite, vu de leur point de vue, ils ont raté une chance. Et quant à Trump, il fait du Trumpisme. Il fait aussi ce que font tous les chefs d'État américains depuis Roosevelt, quoi. Il menace et il crée une tension terrible de façon à arriver après une négociation purement, strictement financière. Voilà, en raccourci, ce que je crois penser. Absolument. Alors justement, on le voit là dans cette petite vignette qui est derrière nous, Xavier, l'histoire des pétroliers a résonné. Alors on sait que, je crois qu'on est vendredi matin à l'heure où on tourne cette émission, on doit être à 3 pétroliers à raisonner. On sait cependant qu'il y en a d'autres qui sont aujourd'hui, en ce moment même, traqués par les États-Unis d'Amérique. Là, encore une fois, à quoi joue Trump, mais cette fois avec la Russie? Avec la Russie, pas grand-chose en fait, surtout avec le Venezuela. En fait, il a lui-même prononcé le mot de blocus. Donc, il a après, ce qui est un échec. Hein, il y a pas eu, encore une fois, il n'a pas pris le contrôle du Venezuela. Il a kidnappé un président en exercice. Il n'a pas pris le contrôle. Et donc là, finalement, il en est revenu au point où il en était avant ce kidnapping, c'est-à-dire qu'il a lancé un affrontement avec le Venezuela et il ne sait pas comment s'en sortir. Et alors, pour moi, j'avais fait le parallèle avec ce qui s'était passé en Iran au début de son mandat, c'est-à-dire que après 12 jours de guerre contre Israël plutôt contre l'Iran, personne ne savait comment sortir de ce conflit qui tournait très mal pour Israël, et donc Trump est arrivé, il a bombardé des trucs dans la montagne, il a dit j'ai gagné, voilà, fin de l'histoire. Et je pense que l'opération Venezuela avait la même fonction. Le problème, c'est que là, finalement, on s'aperçoit qu'il n'a rien gagné. Madame Rodriguez, qui est le vice-président, a pris les commandes et a fait arrêter, a priori, un des vendus qui a permis le kidnapping de Maduro. Et donc, résultat, on est revenu au point de départ. Et la seule solution pour lui maintenant, c'est de faire ce blocus. Et donc, dans ce blocus, il y a des bateaux qui ont été, en espérant ne pas se faire
arrêtés ont pris comment dirais-je, l'étendard russe, comment dire, le pavillon russe, pardon. Le pavillon russe, je crois que c'est le 24 décembre, ils ont demandé au port de Sotchi de passer sous pavillon russe que la Russie a accordé. Voilà. Mais c'est pas réellement des bateaux russes et c'est pas des bateaux qui emmenaient du pétrole russe ou qui allaient chercher du pétrole russe. C'est vraiment une opération de blocus contre le Venezuela. Cela dit, moi, ce qui m'a étonné, c'est que comme je disais tout à l'heure, on a d'un côté J.D. Vance qui, lui, essaie de calmer le jeu en disant non, c'était pas contre les Russes, c'était pas vraiment des bateaux russes, en gros, sinon on l'aurait pas fait. Mais on a eu une réaction extrêmement dure. Le communiqué des affaires étrangères russes est extrêmement dur. Donc, ce qui veut dire que, quel que soit l'état de l'avancement des négociations, et je pense que ça avance entre la Russie et les États-Unis sur le conflit ukrainien, quoi qu'il arrive, Moscou ne fera aucune concession vis-à-vis de Washington dans ce domaine-là. Voilà. Mais pour moi, ce qui m'inquiète, c'est pas Washington. Encore une fois, c'est l'Angleterre. Parce que, comme par hasard, le bateau il a été arraisonné au large de l'Angleterre. Et vraisemblablement, ça a été fait, et d'ailleurs les Anglais s'en sont vantés, avec l'aide de l'Angleterre. Et aujourd'hui, on est sur une espèce de guerre maritime à outrance, où, comme l'Angleterre, qui est un des principaux perdants du conflit en Ukraine, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Ça se caractérise par l'attaque de tankers en mer Noire. Il y en a un qui a été attaqué, je crois que c'était hier ou avant-hier, une fois de plus. Ça se caractérise également par l'arraisonnement de bateaux russes dans la Baltique. Donc, il y en a un qui était arraisonné par un Finlande, je crois. Alors, ce n'était pas un tanker, c'était un bateau qui transportait du métal. Ce que je veux dire, c'est que autant je ne suis pas du tout, je pense que tu me connais, je ne suis pas du tout inquiet à vouloir voir des troisième guerres mondiales partout, mais ce qui se passe au niveau maritime, dans le commerce international, dans la Baltique, dans la Méditerranée, est inquiétant. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu la guerre et qui ne veulent pas l'accepter. Voilà. Merci Xavier. Alors Fabrice, j'aurais juste revenir sur 2 points de Xavier. Xavier, c'est pas Angleterre, c'est Islande, au large de l'Islande, que le bateau a été arrêté. Et on en reprend un tweet de Donald Trump qui est paru cette nuit pour nous. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi en France, qui dit effectivement le pétrole qui était sur le fameux bateau, je ne sais plus comment il s'appelait, les Magnolia Forever, eh bien, a été débarqué aux États-Unis. Donc Trump annonce quand même que le pétrole du bateau a été débarqué. La question, Fabrice, que je peux te poser, moi, c'est côté russe, c'est la zen attitude absolue. On a effectivement une ou 2 déclarations, mais extrêmement mesuré quand même. Poutine n'a même pas pris la parole dessus. Comment ça se fait qu'ils sont aussi zen que ça, les Russes? Je pense qu'il y a des enjeux plus importants que les enjeux de ces 2 pétroliers dont, alors je ne suis pas un spécialiste du tout du droit international, ce qui est très compliqué, le droit international maritime, je parle. C'est extrêmement compliqué pour avoir lu un petit peu à droite à gauche différents spécialistes. Même entre eux, ne s'accordent pas franchement pour donner une conclusion définitive. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été arraisonné, les pétroliers ont été arraisonnés en eau internationale, donc normalement, ça ne devrait pas se faire. Mais sur ces histoires de pavillons, même si il est autorisé de prendre un pavillon temporaire, d'après ce que j'ai compris, ça en fait pas pour autant un bateau forcément russe. Il y a quand même de toute façon quelque chose de flagrant, c'est que là Trump est en train de s'asseoir sur tout le droit international, hein. Je ne sais pas si on en parlera lors de cette émission, mais on pourra parler peut-être de ce qui s'est passé au Venezuela la semaine dernière. Là, les 2 bateaux, ce qui s'était passé lorsqu'il a bombardé l'Iran. Voilà. Donc, de toute façon, Trump est en train de retirer son pays d'un maximum d'entités supraétatiques, de l'ONU, etc., de tout plein d'associations dépendantes de l'ONU, je veux dire. On sent qu'aujourd'hui, il a enfilé son chapeau de cow-boy et qu'il a décidé d'en faire qu'à sa tête comme il le veut, quand il le veut. Mais pour répondre à ta question, je pense que les Russes sont en train de peser en fait le pour et le contre, de savoir jusqu'où ils peuvent aller
en comparaison de ce qui se passe en Ukraine, de pétrolier. Est-ce que ça vaut le coup de remettre toutes les relations avec les États-Unis en jeu? Je pense qu'il est là, la réflexion, elle est là. Aujourd'hui, Xavier l'a rappelé, il y a des négociations, même si je pense que les négociations sont quand même en train de prendre du plomb dans l'aile en ce moment. Il y a quand même des négociations importantes sur un problème très important pour la Russie qui s'appelle l'Ukraine. Et je pense que les Russes sont en train de se demander si ils doivent continuer les discussions avec Trump ou s'ils remettent tout en cause à propos de ces deux pétroliers. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, pour le moment, même s'il y a eu, comme l'a rappelé Xavier, un communiqué assez cinglant de la part du ministère des Affaires étrangères, eh bien, pour le moment, il n'y a rien eu de plus. Et je pense qu'on aura la réponse à la question que tu poses dans les jours qui viennent. On va voir un petit peu ce qui se passe, même si, je le rappelle, de mon côté, je pense vraiment que les relations entre les États-Unis et la Russie sont en train de prendre du plomb dans l'aile par rapport à plein de choses qui sont en train de se dérouler en dehors même de la raisonnement de ces deux pétroliers. Mmh. Olivier, effectivement, Fabrice l'a dit avec beaucoup de justesse, on est même sur LCI, c'est pour dire, ils ont estimé que Trump, quand même, s'asseyait sévèrement sur le droit international. Alors, bien entendu, dans le cadre du Venezuela, bien entendu, potentiellement dans le cadre du Groenland, dont nous avons parlé, mais également concernant ces bateaux, ces navires de la fameuse flotte fantôme russe. Est-ce que Trump est sans limite? Oui, je sais même pas s'il y a des limites, si elles existent. En réalité, Trump fait exactement ce qu'il veut. Et qui va l'en empêcher? Comment va-t-on l'en empêcher? Il fait ce qu'il veut. Mais je dois dire qu'en fait, l'histoire le montre, les Américains ont toujours fait ce qu'ils ont voulu, tout le temps. Et n'oublions pas que Trump menace le Mexique actuellement, mais ils ont déjà envahi le Mexique d'une façon ignoble d'ailleurs, d'une façon horrible, avec des morts, des enfants, des femmes qui ont été maltraités et assassinés. Et puis après encore, ils les ont punis. Après avoir confisqué une grande partie du Mexique, ils les ont punis en réclamant une rançon terrible d'argent pour payer les soldats qui avaient été blessés. Enfin, c'était la guerre hispano-américaine qui s'est terminée en 1849. Et en fait, les Américains n'ont pas de limite. Et c'est comme ça depuis leur création. Ils ont commencé quand même. Je vous rappelle que lorsque les Américains ont été créés, c'est-à-dire lorsque les repris de justice, les prostituées, différents criminels ont été bannis d'Angleterre, installés sur la côte est des États-Unis. Ils ont été sauvés in extremis de la mort et du froid par les Indiens qui leur ont appris des cultures locales et l'élevage local, notamment la dinde. Et du coup, l'année suivante, ils ont dit, ah mais il va falloir qu'on ait plus de terre pour en faire plus. Et du coup, ils ont tué les Indiens d'à côté. Bien sûr, c'est vieux, c'est un exemple, et c'est un vrai exemple. Et je crois que les Américains ont toujours fait comme ça. C'est ce qu'ils appellent la destinée manifeste. C'est une forme de mantra que... Ah, bon, c'est une forme de mantra, mais on a perdu Olivier. Xavier, est-ce que tu peux moi, je vais rebondir dessus, là-dessus. effectivement. Ouais, je vais rebondir dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'il a tout à fait raison. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné à la fois Dimitri Medvedev et ce qu'a souligné le président Fico, le Premier ministre Fico de Slovaquie. C'est-à-dire que, après tout, les Américains font ce qu'ils ont toujours fait. La différence, c'est que là, ils nous servent pas le discours moral pour nous faire passer la pilule. Mais sinon, en fait, ils ont mis dans les années 90 la Yougoslavie à feu et à sang. Ils ont détruit un pays de 19 millions d'habitants pour le découper en morceaux avec l'aide de l'Allemagne. On pourra reparler de l'Allemagne tout à l'heure, peut-être. Ils ont envahi et détruit la Libye. Ils ont détruit la Syrie. Ils l'ont livré entre les mains d'un islamiste. Donc, en fait, ils n'ont absolument aucun scrupule. Et finalement, ce qu'on apprécie avec Donald Trump, c'est que il nous explique pas que c'est pour le bien de l'humanité et pour les droits de l'homme. Il veut leur voler leur pétrole. Pourquoi? Parce qu'il le peut, pense-t-il. Donc, c'est aussi simple que ça. Et je dirais qu'au moins, les choses maintenant sont claires. Et ce qui est assez triste pour ces pauvres gens que l'on voit sur LCI ou sur BFM, c'est que finalement, c'est la seule chose qu'ils reprochent réellement à Donald Trump, c'est de pas nous expliquer que c'est pour le bien de l'humanité. Ce qu'ils voudraient entendre, c'est alors il y a eu le droit, c'est un trafiquant de drogue. Bon, bah finalement, la question de la drogue n'est plus retenue par la justice américaine contre Maduro. Donc, ce qu'ils voulaient, c'est entendre un discours moral qui leur permettrait de sauver la face, d'admettre ce narratif qui est grotesque, c'est-à-dire qu'on envahit un pays pour lui faire du bien.
Mais en soi, Trump fait la même chose que fait l'Amérique depuis 200. Ils vont fêter les 250 ans de leur indépendance, là, je crois. Finalement, encore une fois, je voudrais rappeler, James Monroe, le président qui est à l'origine de la doctrine Monroe, était un planteur qui possédait des centaines d'esclaves, comme George Washington. Donc, ton approche, ta vision des relations internationales, quand tu es propriétaire d'esclaves, évidemment, n'est pas la même que quand tu es un catholique, un orthodoxe, un humaniste. Allez, admettons. Voilà, il y a forcément une vision de quelqu'un qui a tous les droits sur quelqu'un d'autre. Voilà, Bon, on parle désormais effectivement de doctrine Donroe. C'est Donald Trump lui-même qui a dans le document de référence, qui a été publié il y a 3 semaines, 4 semaines maintenant, sur la nouvelle doctrine de sécurité nationale américaine, c'est la doctrine Trump-Monroe. C'est repris. Donc, quand on invoque quand même un esclavagiste pour une doctrine de domination sur un continent, voilà, en fait, Trump fait de l'Amérique. Et je rappelle qu'il d'ailleurs, dans l'histoire de l'Amérique, le moment où ils sont... encore une fois, America First ne veut pas dire que c'est la fin de l'impérialisme. Ça veut dire qu'en revanche, on arrête de payer si ça ne rapporte pas. C'est ça que ça veut dire. Mais par exemple, tu prends dans les années 20, au moment où finalement, alors que la France comptait dessus, les Américains ne font pas partie de la Société des Nations, ils ne valident pas le traité de Versailles. Enfin, tout d'un coup, la France se retrouve isolée avec une Allemagne qui finalement est aussi puissante que celle de 1914. On était exactement dans la même situation. Donc, encore une fois, l'histoire se répète. Et l'avantage de Trump, c'est qu'au moins, il ne nous raconte pas d'histoire. C'est pas pour le bien de l'humanité, c'est parce qu'il a envie de voler le pétrole vénézuélien parce qu'il pense que c'est à lui. Merci Xavier. Alors, Fabrice, je voulais te poser une question justement. On va rentrer dans le vif du sujet. Donald Trump aujourd'hui, est-ce qu'on peut estimer que son mandat est satisfaisant sur sa première année? Est-ce que ça répond aux attentes? On a fait un petit sondage pour tout te dire. Alors, il faut que je supprime ça, pardon. On a pas mal de problèmes techniques ce matin. Pourquoi il s'affiche pas? Mon petit sondage, voilà, il s'affiche. On a fait un petit sondage auprès des abonnés sur le Telegram de Divergence Politique. On leur a demandé, comment jugez-vous le bilan de Trump pour ces 1 an? 8% ont estimé qu'il était excellent, 7 bon, 9 correct. Alors, je ne suis pas très bon en mathématiques, mais 9 plus 8, ça fait 17, 17 et 7, 24. 24% globalement jugent positif le bilan de Trump. Vous le voyez en dessous, 28% décevant, 10 mauvais, 28% désastreux et 10 sans avis. Donc, si on cumule 28 et 28, 56, c'est 56 et 10, 66% contre, j'ai dit 24 positifs. Comment toi, tu estimes que s'est passée cette première année de Donald Trump? Alors, tout dépend de quel côté on se place. Je serais du côté américain, peut-être que j'aurais voté dans les premiers, c'est-à-dire dans les 8, 7 ou 9% d'excellents, de bons, de corrects. Mais en tant que franco-russe, moi, personnellement, j'ai voté désastreux. Et j'ai voté désastreux. Ah oui, j'ai voté, oui. J'ai voté désastreux et j'ai voté aussi en anticipation. Non seulement, donc, la question, c'est le bilan de l'année, mais j'ai voté en anticipation de l'année 2026, qui, à mon avis, va être encore plus désastreuse. Je pense, en fait, que Trump a trahi toutes ses promesses. Trump, en fait, c'est la doctrine Wolfowitz hyper agressive de la suprématie américaine, où on s'assoit sur le droit international, où on considère qu'on peut tout faire du moment qu'on est américain parce que les Américains doivent régenter le monde. Et en plus de ça, il vient nous rajouter la doctrine Monroe, qui n'est pas une doctrine isolationniste au sens propre, stricto sensus du terme, qui consisterait à dire que l'Amérique, uniquement l'Amérique. En fait, la doctrine Monroe, c'est l'Amérique en tant que continent occidental, c'est-à-dire que tout ce qui touche Amérique du Nord, Amérique du Sud, appartient et le précaré des États-Unis d'Amérique. Donc aujourd'hui, on a vraiment les deux doctrines qui se superposent, puisque moi, de ce que je vois en tout cas aujourd'hui, c'est que Trump n'est pas en train d'abandonner la suprématie américaine dans le monde, il n'est pas en train d'abandonner Taïwan, il n'est pas non plus en train
d'abandonner entièrement l'Ukraine. S'il avait voulu l'abandonner, il aurait pu le faire d'une façon beaucoup plus radicale. Il n'a à aucun moment parlé non plus de fermer les centaines de bases qui se trouvent en Europe. Donc, il maintient un pied dans le monde. Et en plus de ça, il nous rajoute la doctrine Monroe avec ce qu'on a vu la semaine dernière, le kidnapping de Maduro. Donc, en fait, en résumé, Trump, c'est la doctrine suprémaciste américaine Wolfowitz, avec Bush, on pourrait dire, doctrine Bush, hein, c'est un peu la même chose, avec les guerres d'occupation en moins, parce qu'il est moins stupide que les autres, il a bien compris que son armée n'était pas faite pour aller envahir un pays comme l'Iran. Voilà. Par contre, c'est le spécialiste des assassinats ciblés, des kidnappings. On se souvient qu'en janvier 2020, il avait fait assassiner le général iranien Soleimani. Là, on est en janvier 2026, pardon. Il fait kidnapper Maduro. Donc, c'est doctrine Wolfowitz, moins la guerre totale, mais avec les assassinats ciblés, les kidnappings. Et avec, par rapport à Bush, je dirais, à l'ère Bush, Obama, etc., c'est les transgenres obèses dans l'armée en moins, et le LGBTisme en moins, mais sinon tout le reste au niveau de la doctrine, c'est la même chose, plus la doctrine Monroe, c'est-à-dire, voilà, on a un précaré. Le précaré, ce sont les États-Unis, plus le continent sud-américain, plus le Groenland, parce que, contrairement à ce que pense Olivier, je pense que Trump ira au Groenland d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il va s'asseoir sur le droit international une fois de plus, et que de toute façon, il se fiche éperdument de l'OTAN. Il n'a pas besoin d'OTAN. Et une des raisons pour laquelle il en aura encore moins besoin dans les années à venir, c'est qu'il ne faut pas oublier que Trump, qui a essayé de se prétendre le numéro 1 de la paix à travers le monde, vient de faire augmenter le budget de l'armée américaine à 1,5 trillion, 1500 milliards de dollars en 2027. C'est-à-dire la plus grosse augmentation qui n'a jamais existé. Donc pour quelqu'un qui se prétend isolationniste, je ne veux pas faire de guerre, ce qui m'intéresse, il faut bien comprendre quand même qu'on est passé de Doge avec Musk, qui consistait à essayer justement de trouver l'argent là où il était pour aider les Américains, etc., à une augmentation de 50% du budget militaire, alors que le budget militaire américain était déjà le plus important et de très loin parmi tous les pays du monde. Bah, tu me fais une transition justement toute trouvée et on va afficher à l'écran cette vidéo, Xavier, de Tucker Carlson qui annonce une émission absolument passionnante à suivre. Et Tucker Carlson dit clairement les États-Unis d'Amérique sont en train de se préparer à ce qu'on pourrait appeler vulgairement une troisième guerre mondiale. En tout cas, lui, il cite une très grosse guerre, enfin, je veux dire, un conflit d'ampleur planétaire. Côté Russie, Xavier, c'est la première question. Côté Russie, est-ce qu'on commence à penser comme Tucker Carlson ou est-ce qu'il reste encore, je dirais, une naïveté sur cette question ? Non, je pense que côté russe, moi je discute avec des experts que je croise sur les plateaux de télé russes assez régulièrement. Et ce qui se dit, c'est qu'en fait, finalement, on se retrouve juste dans la même situation qu'après Anchorage. C'est-à-dire que Trump et Poutine sont prêts à signer un accord. Le problème, c'est que les Européens, pour l'instant, ne veulent pas, que Zelensky ne veut pas. Donc, il faut que l'armée russe continue à avancer. Et rendez-vous dans 1 ou 2 mois quand, je sais pas, peut-être le bastion Slaviansk-Kramatorsk sera encerclé. Et donc, de nouveau, c'est les Européens qui viendront chercher Donald Trump pour trouver un accord. Donc, ce qu'on sait, c'est que les discussions entre Dmitriev, qui est l'envoyé russe, et Witkoff continuent. Et la question là, elle est pas tellement la balle n'est pas tellement dans le camp des États-Unis, la balle elle est dans le camp des Européens. Pour l'instant, les Européens soutiennent Zelensky dans sa volonté de continuer et surtout de prendre le contrôle de toutes les structures à l'intérieur de l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est ça qu'on observe en Ukraine, c'est-à-dire que Zelensky a été largement échaudé parce que finalement, il s'aperçoit qu'une partie des structures à l'intérieur de l'Ukraine sont contrôlées de l'étranger. Donc le SBU, par exemple,
l'équivalent de la, on va dire, de la DGSI en France, pour partie, eh bien, est sous contrôle du MI6. Le NABU, l'organe anticorruption, est sous le contrôle du FBI. Donc aujourd'hui, ce à quoi on assiste, eh bien, c'est une volonté de la part de Zelensky de reprendre le contrôle intérieur dans la prévision de la défaite militaire. C'est-à-dire que Zelensky et son clan veulent rester au pouvoir après la défaite militaire. Donc il faut, c'est déjà une dictature, mais il faut la radicaliser. Et je pense que précisément sur le conflit ukrainien, les choses continuent comme elles ont commencé depuis le début de l'année 2025, c'est-à-dire que réellement, je pense que les Américains veulent en sortir parce que ça ne leur sert plus à rien, mais qu'il y a un État profond, représenté notamment par Lindsey Graham, qui veut continuer le plus longtemps possible et à tout prix. Voilà, je pense que c'est comme ça que c'est considéré aujourd'hui. Et finalement, on regarde cette agitation à Washington avec un certain recul et un certain scepticisme. Mais l'essentiel, en fait, de toute manière, je crois que dans la tête des Russes, même depuis rapidement après l'arrivée de Donald Trump, on a bien compris que c'est l'armée russe qui fixerait la paix en Ukraine. Olivier, effectivement, Pete Hegseth, Marc Rubio, Donald Trump, extrêmement hostile ces derniers jours vis-à-vis de la Russie. Alors, la porte-parole, j'ai oublié son nom, la porte-parole de la Maison-Blanche, elle aussi... Pardon ? Lévite, merci. Merci Xav. La porte-parole Lévite, donc, a elle aussi eu des mots taquins, voire moqueurs vis-à-vis de la Russie. Vu de Russie, comment les Russes... est-ce qu'il y a une frustration ? Est-ce qu'il y a une rancœur qui est en train de monter ? Je suis étonné d'avoir envie de répondre le contraire. Alors bien sûr, vous êtes tous en Russie, moi je suis en France. Mais je converse tous les jours avec mes amis russes à divers degrés. Et je suis étonné de les entendre presque candides. Ils aiment la France et les Français, ils aiment les Européens et ils aiment les Américains. Comme me disait mon professeur de russe, mais enfin Olivier, ne dis pas les Américains, ils sont comme nous, c'est des pères de famille qui veulent manger, nourrir les leurs, aller au travail le matin, etc. On ne peut pas dire les Américains, on parle que des dirigeants. Et effectivement, cette nuance, elle m'étonne tous les jours. Je ne suis pas sûr que les Russes ou se rendent compte vraiment, ou soient inquiets. Bon, ok. Fabrice, pardon. Tu as abordé, c'est puisque c'est toi qui as lancé le sujet et avec justesse, tu as abordé cette augmentation du budget de l'armée américaine qui est à prévoir. On parle d'1,5 milliard, c'est ça, de dollars. Non. La déclaration. 1500 milliards. Alors, 1500 milliards, voilà. J'étais un peu trop modeste, excusez-moi. Ouais, un peu. La déclaration de Tucker Carlson, c'est que vraiment les États-Unis d'Amérique s'apprêtent à faire la Grande Guerre. La Grande Guerre. Alors, si ce n'est pas contre la Russie, puisque visiblement Xavier dit que les choses se passent bien entre États-Uniens et Russes, moi je suis pas forcément du même avis. Vers qui ce sera ? Est-ce que c'est une guerre avec la Chine que prépare Trump ? Si oui, quelle est l'explosion, l'onde de choc que ça va être ? À quoi penses-tu que Donald Trump pense, justement ? Moi, je pense que Donald Trump, aujourd'hui, sa branche, ou plutôt l'État profond américain, représenté officiellement par des Lindsey Graham, qui sont les têtes de file des faucons ultra agressifs. Je rappelle que Lindsey Graham, celui qui avait lancé quand même dans les médias qu'il fallait assassiner Vladimir Poutine pour en finir avec la guerre en Ukraine, que récemment il a menacé donc l'ayatollah Khomeini en Iran, en le menaçant de mort aussi, et que en ce moment c'est lui qui a le vent en poupe. On le voit sur des photos, tout guiré, le sourire jusqu'aux oreilles, à côté de Trump, en train de dire même, il a fait une déclaration récemment en disant que Trump avait accepté son plan qu'il avait préparé depuis de longs mois sur des nouvelles sanctions qui pourraient arriver contre la Russie. Moi, ce que je crois, c'est que si Trump a décidé d'augmenter le budget à ce niveau-là, le budget de la défense américaine à ce niveau-là, c'est qu'il n'a aucune intention de lâcher les trois
points chauds actuellement sur le globe, que sont Taïwan, l'Ukraine et l'Iran. Et je pense qu'il se prépare pour un conflit sur ces trois régions. Il s'est déjà laissé entraîner dans le conflit contre l'Iran une première fois après la guerre des 12 jours. Taïwan, absolument rien. Aujourd'hui, on n'a aucun signal qui nous permet d'imaginer qu'il va lâcher Taïwan en disant « Nous, on s'occupe en tant qu'Américains de notre continent, vous, les Chinois, vous vous occupez de ce qui se passe chez vous et les Russes de votre étranger propre. » À aucun moment, étranger proche, pardon, à aucun moment, en fait, on a des signaux même faibles qui nous permettent de penser ça. Moi, je crois qu'il veut le beurre et l'argent du beurre. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il va continuer une politique qui consiste à essayer d'affaiblir au maximum n'importe quel pays qui pourrait avoir des velléités de puissance. Je rappelle que la doctrine Wolfowitz, à la base, c'est il y a les États-Unis d'Amérique. En fait, c'est le monde unipolaire. Hein. C'est-à-dire, il y a les États-Unis d'Amérique et on n'accepte pas qu'il y ait de concurrents directs. Voilà. Et je pense que Trump est dans cette ligne-là et c'est, à mon avis, pas une coïncidence si, au moment où il commence sa politique agressive auprès des pays d'Amérique du Sud, du Groenland et d'ailleurs, il commence à menacer, en fait, comme un gangster. Hein. Là, il menace la moitié des pays d'Amérique du Sud, plus le Groenland, plus l'Iran, etc. Et qu'il en profite pour augmenter le budget de la défense. Voilà, tout ça, il faut quand même le prendre en considération. Moi, je crois que Trump a trahi... Alors, évidemment, il ne lancera pas de guerre comme Bush a pu le faire, parce que ça ne serait pas accepté au sein de l'opinion publique américaine, de sa base MAGA, etc. Mais je pense qu'il est tout à fait capable d'envoyer un missile à Téhéran pour essayer d'assassiner l'ayatollah, ou de faire en fait ce qu'il a déjà fait en 2020 avec Qassem Soleimani, comme je l'ai dit, ou alors plus récemment sur le kidnapping de Maduro. Il va continuer sur cette ligne-là. Et moi, je pense effectivement qu'on s'oriente vers disons que je ne suis pas très rassuré sur le futur avec les prises de position géopolitiques de Trump aujourd'hui. Eh bien, écoute, je pense que pas grand monde n'est trop rassuré actuellement. Xavier, donc, dernière question pour clôturer ce podcast. Côté chinois, on n'en parle pas du côté chinois. On a tendance à les oublier, pourtant, c'est la première puissance mondiale. Côté chinois, comment on se prépare ? Qu'est-ce qu'on anticipe ? La Chine a réagi de manière assez dure, un peu sur le même ton que la Russie, des affaires étrangères, sur le kidnapping de Maduro. Mais il faut rappeler que pour la Chine, pour Deng Xiaoping, le retour de Taïwan, c'est 2049. Et je pense qu'il y a une erreur d'appréciation de la part de Washington, c'est de croire que les Chinois sont comme eux. Les Chinois, c'est 3500 ans d'histoire, et finalement, Taïwan reviendra quoi qu'il arrive, comme Hong Kong. Et donc, je pense que l'idée que la Chine envahisse Taïwan, ce qui est sans doute quelque chose que croient les Américains, est fausse. Les Chinois ne vont pas envahir Taïwan. Ils vont attendre calmement que l'Amérique continue à s'épuiser dans ces espèces dans sa politique erratique qui va lui coûter cher quoi qu'il arrive, puisque je suis désolé, c'est un ancien militaire qui vous parle, 1500 milliards de budget de la défense, ça ne produit pas grand-chose. D'autant plus que Trump a une approche contradictoire, puisque d'un côté, il veut remettre au pas le complexe militaro-industriel américain, c'est-à-dire en l'obligeant à fournir des armes bon marché, en arrêtant de se gaver, parce qu'il y a une des raisons aussi pour lesquelles les armes américaines sont 100 fois plus chères que les Russes, hein, c'est aussi parce que le commerce militaro-industriel s'en met plein les poches. Je rappelle que c'était dans le New York Times en 2022, on s'apercevait tout d'un coup qu'un obus de 152 mm russe coûtait $600 et que son équivalent OTAN coûtait $6000. Donc, comment ça se fait qu'il y a une telle différence de prix ? Donc, je pense que pour les Chinois, finalement, on regarde l'Amérique s'agiter dans tous les sens en se disant on en reparle dans 50 ans. Et ça, c'est la différence entre les grandes et vieilles nations. Ça devrait être d'ailleurs aussi l'approche de la France. Malheureusement, nous, on s'est fait occidentaliser, mais en soi, nous, c'est des 1500 ans qu'on existe. Donc là, on voit les Américains, au bout de 250 ans d'existence, qui s'agitent dans tous les sens, qui veulent faire la guerre à tout le monde et se dire, ça va leur passer.
je crois que finalement, c'est cette approche chinoise aussi celle qu'on a du côté russe, en disant on les regarde s'agiter. Voilà, c'est un peu ça je dirais le. Mais cela dit, je voudrais aussi rappeler, pour finir là-dessus, dans la doctrine de sécurité nationale américaine, la Chine et la Russie ne sont plus des ennemis stratégiques. Ce sont des compétiteurs, des concurrents, plus exactement. Donc voilà, il faut voir comment ça va se concrétiser. Mais encore une fois, pour faire la guerre, il faut être deux et il faut pouvoir la faire. Les Américains ne peuvent pas faire la guerre ni contre la Russie, qui est la première armée au monde, ni contre la Chine, qui est la première économie au monde. Et en plus, ni la Chine ni la Russie ont envie de faire la guerre contre eux. Donc, ils vont s'agiter sur leur île, là, sur leur continent, de l'autre côté de l'Atlantique ou du Pacifique, ça dépend par où on passe. Et puis les Russes et les Chinois vont continuer à regarder ça avec un air un peu étonné. Eh ben, on verra bien, effectivement. Enfin, son île, c'est la moitié du monde, hein, si on prend une carte. Et puis peut-être que finalement, ceux qui arrêteront Donald Trump, ce ne sera ni les Russes ni les Chinois, ce seront peut-être les Américains eux-mêmes, puisque novembre approche. Et contrairement à ce que tu aurais dit si tu étais américain, Fabrice, beaucoup d'Américains n'auraient pas mis excellent. Actuellement, même au sein du MAGA, ça tousse énormément. Donc peut-être que novembre et les midterms mettront justement un terme à l'expansionniste de Donald Trump. Messieurs, en tout cas, 1000 fois merci. On se retrouve semaine prochaine pour un 63e épisode sur Divergence.